Uvira, comme vous le savez très bien, que les Ouazalendo sont tout autour d'Uvira, et avec les FARDC bien sûr. Et la situation d'Uvira, c'est important quand même que les médias soient au courant de ça. Depuis l'annonce de retrait, je ne sais pas maintenant si c'est le quatrième retrait, si c'est le vrai ou le faux aussi, les 14 passés de ce mois, on a constaté qu'il y a un pillage systématique qui s'est fait à Uvira. Donc, maintenant que la presse prenne ça en compte, dans la nuit du 15 au 16, la ville d'Uvira a été pillée. Je peux même partager avec vous des images, des preuves. Nous nous adaptons au comportement de l'agresseur. Aujourd'hui, on ne peut pas se rendre facilement à Goma, à Bukavu et dans d'autres territoires puisqu'ils sont occupés par l'agresseur. Et c'est ça la balkanisation dont le monde a parlé déjà il y a 65 ans. C'est comme ça que nous disons que non. Nous ne devons pas seulement laisser tout à l'armée, laisser tout à la police. Nous devons aussi, nous, en tant que citoyens, puisque nous sommes les managers de la population, nous prendre en charge de résister. On peut même résister dans la non-violence. Nous n'avons qu'une seule armée en République démocratique du Congo. Ça s'appelle le FARDC. On n'a pas deux armées. Les Ouazalendo, effectivement, viennent avec l'article 63 de la Constitution. Là, c'est le cadre légal. Mais même si cet article n'existait pas, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on est en train de violer votre maman? On est en train de prendre votre terre et vous n'allez pas vous défendre? Non, là, ça ne marche pas dans la tête de certaines personnes. C'est logique tout à fait. Et maintenant, il y a un cadre constitutionnel qui est l'article 63 qui nous autorise à nous battre pour notre nation. Professeur Ledi, je suis Steve Kambanga pour le compte du Archidic Info. J'ai une petite question. Comme dit le porte-parole, il n'a qu'à souffrir parce qu'au début de votre speech, nous avons remarqué quelque chose. Les journalistes et l'œil de la société, ils voient peut-être là où les autres n'ont pas vu. Dans votre début de speech, on a remarqué comme s'il y a un malaise. Nous étions à la Reine de Paix, le jour où il y avait l'annonce officielle des élections. Nous avons remarqué une ambiance festive qui est différente de celle qu'on voit aujourd'hui, comme s'il y a un malaise au sein de la coalition nationale des Ouazalendo. Vous pouvez nous dire si réellement l'ensemble de ceux qui étaient avec vous continuent à demeurer ou il y a une fissure au sein de cette coalition? Les Ouazalendo sera toujours là. La preuve, nous sommes là depuis 3 décennies. 3 décennies, ce gouvernement n'était pas là, ce président n'était pas là, cette armée n'était pas là. Mais nous étions toujours là. Et pendant ce temps-là, on n'a jamais perdu un seul centimètre carré de notre territoire national. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase de combat puisqu'il y a une partie qui est occupée par les troupes étrangères. C'est un combat qui a commencé même avant même, peut-être même nos grands-pères soient nés. Je parle ici de Kimbangu. Quand vous parlez de Simon Kimbangu, moi ça me fait très mal sincèrement qu'on parle aujourd'hui de Mandela comme le plus vieux prisonnier. Mais Simon Kimbangu, il a fait plus de temps en prison que Mandela, et même bien avant. J'ai même rencontré des gens qui disent qu'ils se sont inspirés de Kimbangu. Il est très important de comprendre que vous tous qui aimez la nation, nous tous qui aimons la nation, nous sommes supposés être des Ouazalendo. Et d'autres même qui se sont inspirés de Lumumba. J'ai même vu un président de la République, un ancien président tunisien, qui m'a dit que si moi, je suis devenu homme politique, c'est à cause de Lumumba. Vous allez partout. J'ai été en Russie, toute une université. La plus grande université de la Russie, qui est un pays développé, s'appelle Université d'amitié du peuple Patrice Emery Lumumba. Vous allez même aux États-Unis, il y a des avenirs Lumumba. Mais nous, Congolais, nous ne savons pas capitaliser ça. Oh, les Lumumba, ce que Lumumba disait il y a 65 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, la balkanisation. Donc c'est pourquoi nous avons dit que pourquoi nous ne pouvons pas, nos Congolais, surtout les jeunes, s'approprier ces combats. En principe, comme on l'a dit, et nous allons, moi j'ai même des collègues députés, sénateurs qui me disent mais comment vous êtes député? C'est bon, j'ai dit non, mais je suis l'émanation du peuple. Tout citoyen congolais en principe devrait être Moudalé. Donc c'est un combat de tout le monde. Lumumba n'est plus un être simple.
Lumumba, c'est un esprit. Pour ceux qui n'ont jamais causé avec lui, Lumumba, c'est un esprit. Il fait partie des rares qui sont à ce qu'on appelle cette sorte de panthéon. Il n'y en a pas beaucoup, nous pouvons vous les garantir. Le Fumu Kimbangouye, il n'y en a pas beaucoup. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Zongisaki Bomoto, dans les kolondenge kwei na maboko Banguna toza la Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, punda mwana mai, Ezapona yonaye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru kiwanja Bunagana. La première étape, ça va être la lecture de la déclaration par le président du directoire national de la coalition Wazalendo, le professeur Dr Dadi Saleh. La deuxième étape, ça va être le président du directoire national de la coalition, le président du conseil d'administration de la coalition, l'honorable Willy Michiki. Ils seront devant les chevaliers de la plume. Et là, ne répondront que les deux personnalités, c'est-à-dire le président du directoire national et le président du conseil d'administration. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. L'hymne sacré démontre solidarité, joint au doux soleil, l'emblème d'or démontre souverain, nous légons à notre postérité, soit le témoin, jour sacré de lui. On peut s'asseoir. Nous allons commencer avec la première étape, mais avant de commencer, nous voudrions remercier le président de la République et de l'État. Lui est le premier citoyen moussalénien. Nous lui disons sincèrement merci pour tout son combat. En ce jour solennel et à cette date historique du 17 janvier 2026, une date pleine d'essence hautement patriotique pour la résistance face à la balkanisation, nous commémorons 65 ans depuis que mourut notre héros national, Emery Patrice Lumumba, d'heureuse mémoire. Sans la résistance, nous n'aurons rien, ni aujourd'hui, ni demain, et nos progénitures demeureront esclaves à jamais de celles de nos ennemis. Si nous voulons un jour que notre République, terre pour laquelle nos ancêtres, héros et martyrs, ont accepté volontairement de verser leur sang pour que nous, aujourd'hui, nous y vivions, nous devons nous mobiliser de manière totale à résister contre toute forme d'agression. Tout en rendant un vibrant hommage et honoré hommage au chef de l'État, l'Excellence Félix Tshisekedi, qui a reconnu nos efforts dans la résistance en tant que premier patriote ou Mouzalendo, en nous mobilisant comme un seul homme autour de la patrie, sur pied de l'article 63 de la Constitution en vigueur dans notre pays, tout Congolais a le devoir de défendre sa patrie si celle-ci est menacée. Telle est notre présente situation face à l'agression que traverse notre patrie avec le Rwanda et ses supplétifs d'AFC M23 et d'autres qui sèment la terreur dans la partie Est qui touche toute la République démocratique du Congo en y mettant des
des actes d'une atrocité au degré criminel très débordant, aux conséquences incalculables qui appellent identification des auteurs, co-auteurs et réparation. Nous avons pris la ferme décision de coaliser ensemble pour réussir ensemble et de fédérer nos efforts en tant que patriotes Wazalendo aux fins de réfléchir ensemble sur les stratégies pratiques visant la récupération de nos terres occupées par les agresseurs de notre pays, nos ennemis. Au nom de la résistance, en tant que Wazalendo, nous acceptons de mourir hier, aujourd'hui et toujours pour que demain, nos enfants vivent heureux à jamais. Mourir aujourd'hui et demain, cela s'appelle la mort. Mais mourir pour une cause noble est plus important que mourir vainement par une maladie quelconque, étant donné qu'un jour, nous mourrons toujours. Au-devant de certaines évidences républicaines, nous nous assumons en tant que gardiens des valeurs républicaines et patriotes Wazalendo, car seuls responsables devant l'histoire, nous sommes appelés à prendre notre destin en main. Au cours de cette année 2026, nous nous engageons de pouvoir faire de la majeure partie des Congolais des véritables patriotes Wazalendo pour que plus jamais notre pays ne soit plus jamais de raillerie ou de moquerie, ne soit plus jamais sujet de raillerie ou de moquerie. Ensemble, nous allons explorer l'amour et le dévouement envers notre nation tout en protégeant notre unité et notre bien-être collectif. Déterminés à protéger l'intégrité du territoire national, aux côtés de la parole de paix diplomatique à laquelle nous adhérons, en tant que Wazalendo, nous nous alignons dans la logique de la guerre en appui et aux côtés de FARDC en vue de chasser l'agresseur hors de notre territoire. Notre slogan fort en tant que Wazalendo est l'autodéfense, l'autoprise en charge, Tujitegemeye en Swahili, Tujikebela en Chiluba, Tuso Sangemosi en Kikongo, Tomilukela en Lingala. Je répète, notre slogan fort en tant que Wazalendo est l'autoprise en charge, Tujitegemeye en Swahili, Tujikebela en Chiluba, Tuso Sangemosi en Kikongo et Tomilukela en Lingala. Nous appelons tous les Congolais à adhérer à notre vision d'Wazalendo, car personne ne peut accepter de venir mourir pour nous si déjà nous-mêmes nous ne sommes pas prêts de le faire pour notre propre destinée. Congolaises et Congolais, c'est le moment de défendre notre pays. Venez nombreux, soutenons les actions patriotiques du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, premier citoyen Muzalendo, pour que la paix règne dans notre pays. C'est en ces termes que nous annonçons dès aujourd'hui la campagne d'éveil patriotique qui sera lancée très prochainement et qui s'étendra dans l'ensemble du territoire national. Je répète, c'est en ces termes que nous annonçons dès aujourd'hui la campagne d'éveil patriotique qui sera lancée très prochainement et qui s'étendra dans l'ensemble du territoire national. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la résistance Wazalendo, que vivent nos héros et nos martyrs, que vivent nos ancêtres, coalisons ensemble pour réussir ensemble.
Nous vous remercions. Je vais prendre cette parole en résumant, parce que les Uzalendo, c'est toute une notion, une très grande notion. Ça s'enseigne, ça s'apprend pendant des années. Mais on va essayer de résumer. Nous voulions d'abord tout simplement dire que les Uzalendo, qui est totalement une philosophie, ça signifie tout simplement le patriotisme en français. Et que exactement, le patriotisme, les Uzalendo, est lié à la nécessité de la protection des valeurs. Et en grande partie, dès qu'on parle de valeurs, on parle de valeurs de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire la terre de nos ancêtres, mais on parle aussi des valeurs de la souveraineté culturelle et identitaire. Ça signifie effectivement la culture. Je répète pour la bonne compréhension. Les Uzalendo, le patriotisme est enseigné. Ce n'est pas une notion qui tombe comme ça. Nous précisons à tout le monde, depuis que la terre est terre, les Uzalendo existent toujours. Le patriotisme existe toujours. Pour les chrétiens, quand Dieu a dit à Adam et Ève de protéger les jardins d'Éden, il les a donné les Uzalendo. C'est-à-dire, effectivement, vous avez votre patrie, n'est-ce pas? Ça s'appelle les sols, dans ce sens-là, et vous avez des valeurs. Il leur a inculqué des valeurs. Il a dit, vous pouvez manger, n'est-ce pas? Un peu tout, ça c'est pour les chrétiens. Tous les fruits, mais ne mangez pas quoi? L'autre fruit. Ça s'appelle déjà des valeurs qui étaient mises là-bas. Maintenant, dans chaque coutume, dans chaque tribu, ethnie de la République démocratique du Congo, il y a la terre et il y a des valeurs. Si vous allez au Sud Kivu, si vous voyez les Barega, si vous allez au Maniema, si vous allez à Kasongo, si vous allez effectivement à Bandundu, si vous allez au Kasaï, il y a des valeurs, entre guillemets, par rapport à la terre et par rapport exactement à quoi? À la culture globalement. C'est ça les Uzalendo, aussi simple que cela ne puisse paraître. Comme j'ai dit, je ne fais que donner un peu les explications d'une façon résumée. Les Uzalendo est lié à ces valeurs et où maintenant, un des points très forts que nous remarquons aujourd'hui, parce que ce que nous remarquons aujourd'hui, ce n'est pas cela tous les Uzalendo. Il y a des manifestations des Uzalendo. Ce qu'on remarque aujourd'hui, on se dit, un Uzalendo est prêt à mourir, à donner de son sang pour la défense de sa patrie. Voilà une des grandes différences. Un Uzalendo ne se bat pas pour l'argent. Un Uzalendo ne se bat pas pour le bien. Un Uzalendo se bat pour les valeurs. Il se bat pour sa terre et pour sa culture et pour qu'il ne puisse pas disparaître. Là, nous parlons pour un peu la Constitution et tout le reste. C'est là où on parle de la souveraineté, n'est-ce pas? Et c'est là où on parle de la territorialité. Il n'y a pas de difficulté, c'est la même chose. Donc, théoriquement, tout celui qui aime sa patrie, tout celui qui est prêt à défendre la souveraineté de sa patrie, tout celui qui est prêt à mourir pour que ses valeurs culturelles puissent être sauvegardées, peut être appelé Uzalendo. On veut bien que la différence soit claire. Ce n'est pas prendre les armes que vous êtes automatiquement Uzalendo. Vous pouvez prendre les armes pour voler, pour piller, pour ravir des biens. Non. Là, vous n'êtes pas Uzalendo. Vous pouvez être un groupe armé, n'est-ce pas? Mais sans être Uzalendo. Vous pouvez être un rebelle parce que vous avez pris des armes, mais sans être Uzalendo possible. Mais cela étant, nous comprenons qu'il y a des déviations pour l'instant par rapport effectivement à cette grande valeur des Uzalendo que nous voulons désormais que vous, qui êtes la presse, que vous puissiez être capable de bien expliquer à qui veut entendre et comprendre les Uzalendo. Globalement, parce que le temps ne me le permet pas, au niveau surtout de Kinshasa, c'est la raison pour laquelle on va faire vraiment cette campagne de veille patriotique pour d'abord se faire comprendre, n'est-ce pas? Pour que les gens comprennent de nous-mêmes qui nous sommes, pas par hasard, qui nous sommes exactement. 3 catégories.
il y a la première catégorie qu'on appelle la catégorie des sages. La première catégorie, c'est une catégorie là où vous avez les moines, vous avez les coutumiers, vous avez un peu les gens qui ont été loin pour défendre la nation, pour défendre cette terre-là. Si vous avez un roi, n'est-ce pas, c'est-à-dire quoi? Il est là pour défendre la terre. Il peut être de Mukongo, il peut être de Kikwit, il peut être de Lubero, où qu'il soit. Ça, c'est la première catégorie. Donc, désormais, chers journalistes et chers tous, nous avons la première catégorie de Bazalendo partout en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement une question de l'Est, comme beaucoup ont semblé l'expliquer beaucoup de fois. Non. Les Ouzalendo n'a rien à voir seulement avec l'Est. Pour les gens qui ne le savent pas, Lumumba n'est plus un être simple. Lumumba, c'est un esprit. Pour ceux qui n'ont jamais causé avec lui, Lumumba, c'est un esprit. Il fait partie des rares qui sont à ce qu'on appelle cette sorte de panthéon. Il n'y en a pas beaucoup, nous pouvons vous les garantir. Les Fumu Kimbangouye, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent représenter les Ouzalendo, effectivement, des Africains et les Ouzalendo de la République démocratique du Congo. Deuxième catégorie, c'est la catégorie, effectivement, des combattants. La grande catégorie qui est un peu trop visible, n'est-ce pas? Des combattants. C'est lui qui prend les armes, c'est lui qui se dit, tous nos généraux qui sont au front, nos colonels et tous les jeunes, enfants, femmes et vieux qui se battent, ils sont en général, parce qu'on peut combiner des catégories s'il vous plaît, n'est-ce pas? Mais en général, dès que vous vous battez, vous êtes dans la catégorie des combattants. Parce qu'on ne peut pas protéger sa terre sans des lances, sans des armes, sans les outils, comme Jésus-Christ l'a dit, donner à César ce qui est à César. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, qui ne comprennent pas que dans les Ouzalendo, il y a tout ce que vous voulez. Que vous soyez chrétien, que vous puissiez être musulman, que vous puissiez être kimbanguiste. Quelles que soient vos croyances, vous pouvez être Ouzalendo. Ça n'a rien à voir avec une certaine catégorie de croyances. La troisième catégorie, pour finir, c'est la catégorie maintenant des Wazalendo intellectuels, des Wazalendo qui ne sont pas peut-être au front, des Wazalendo de managers, des Wazalendo qui organisent. Ici, comme on est en train de finir la carte, même si on est éliminé, on félicite le FARDC, c'est un peu comme si on dit, il y a des joueurs sur terrain, n'est-ce pas? Qui va marquer les buts? C'est Bolassi. C'est un joueur. Qui va retenir le penalty? C'est le gardien. Mais est-ce que le gardien est arrivé là-bas seul? Non, les gardiens, c'est les combattants. Il faut la partie de management. La partie, effectivement, des organisations, c'est-à-dire les managers de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe, même les supporters, n'est-ce pas? On dit les supporters sont très importants. C'est-à-dire cette catégorie, là où nous avons fait sortir certains membres de la deuxième catégorie et de la troisième et de la première catégorie et de la deuxième catégorie, nous les avons amenés dans cette coalition qui représente pratiquement une troisième catégorie, c'est-à-dire de managers. Pour que les joueurs puissent bien jouer, il faut que les choses soient bien organisées. Donc là, c'est l'explication un peu globale. Pour raison des temps, je vais à la conclusion de ces speeches. Il est très important de comprendre que vous tous qui aimez la nation, nous tous qui aimons la nation, nous sommes supposés être des Wazalendo. Nous sommes des Wazalendo. C'est la raison pour laquelle on a parlé d'éveil patriotique. Ce n'est pas le professeur Dadi Saleh ou bien le professeur honorable Willy Michik qui va rendre qui que ce soit Mouzalendo. Non. Vous l'êtes déjà, nous allons tout simplement essayer d'éveiller, de dire voilà ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut s'en servir? Et ici, l'objectif ne sera pas compliqué. Cette troisième catégorie, ça sera dans toute la République démocratique du Congo, parce que nous nous félicitons. Toutes les sorties que le gouvernement a pu organiser avec l'excellence, par exemple, Mouyaya, que beaucoup de gens ont pu faire par rapport à l'éveil patriotique, nous félicitons, il n'y a pas de problème. Et d'autres, des ONG, des mouvements citoyens, etc. Mais nous pensons avoir notre pierre, n'est-ce pas, ajoutée à cela pour que le Congolais puisse comprendre que personne ne peut défendre cette nation que nous-mêmes. Personne ne peut mourir pour cette nation que nous-mêmes.
Alors nous expliquerons dans quelques minutes d'ici peu, dès qu'on nous redonne la parole, l'éveil patriotique va consister en quoi. Mais d'abord, là, c'était expliquer les Uzalendo un peu dans sa forme brève. Je voudrais seulement juste ajouter un point important pour dire qu'aujourd'hui, on parle de Wazalendo, une fierté nationale, puisque le chef de l'État, qui est le premier citoyen de la République, a félicité les combats menés par les Wazalendo. Mais ce combat ici n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un combat qui a commencé même avant même, peut-être même nos grands-pères soient nés. Je parle ici de Kimbangu. Quand vous parlez de Fimo Kimbangu, moi ça me fait très mal sincèrement qu'on parle aujourd'hui de Mandela comme le plus vieux prisonnier. Mais Fimo Kimbangu, il a fait plus de temps en prison que Mandela, et même bien avant. J'ai même rencontré des gens qui disent qu'ils se sont inspirés de Kimbangu, et d'autres même qui se sont inspirés de Lumumba. J'ai même vu un président de la République, un ancien président tunisien, qui m'a dit que si moi, je suis devenu homme politique, c'est à cause de Lumumba. Vous allez partout, j'ai été à Russie, toute une université, la plus grande université de la Russie, qui est un pays développé, s'appelle Université d'amitié du peuple, Patrice Emery Lumumba. Vous allez même aux États-Unis, il y a des avenirs Lumumba. Mais nous, Congolais, nous ne savons pas capitaliser ça. Oh, le Lumumba, ce que Lumumba disait il y a 65 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, la balkanisation. Donc c'est pourquoi nous avons dit que, pourquoi nous ne pouvons pas, nos Congolais, surtout les jeunes, s'approprier ces combats-là. En principe, comme on l'a dit, et nous allons, moi j'ai même des collègues députés, sénateurs qui me disent, mais comment vous êtes député? C'est bon, j'ai dit non, mais je suis l'émanation du peuple. Tout citoyen congolais en principe devrait être Mouzalène. Donc c'est un combat de tout le monde. Si peut-être, même ça, quand les gens disent que c'est de l'Est, non. Moi j'ai connu les gens comme Moulélé. Quand vous parlez de Moulélé, c'était les Maïmaï à l'époque. Moulélé Maï, Moulélé Maï. Et les Kizenga. Tous nous sommes, même Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. C'est le combat de tout le monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que les Kinois en particulier et les Congolais en général puissent s'approprier ces combats-là. Et nous ne pouvons le faire qu'à travers l'éveil patriotique. Pas l'éveil patriotique uniquement pour la guerre, mais pour que nous puissions prendre les choses à main, pour que nous puissions, comme Moselle le disait bien, que nous puissions nous prendre en charge. C'est ça, au fait, le moussalendisme qu'on peut appeler, il faut le dire. Voilà un peu ce que je voulais dire en peu de mots. Si aujourd'hui c'est annoncer la campagne d'éveil patriotique. Pourquoi la campagne d'éveil patriotique? Comme on l'a dit déjà dans le contexte des justifications, on sait que depuis plusieurs décennies, il y a une crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Plus de 30 ans, moi, professeur docteur Dadi Salé, nous avons fait sortir deux notions, la balkanisation indirecte et la balkanisation directe. À vrai dire, selon nous, le pays est balkanisé depuis un très bon bout de temps. Et que maintenant, il y a des gens qui cherchent la balkanisation directe. Mais la balkanisation indirecte, on a passé 30 ans, au minimum 20 ans dans la balkanisation indirecte, où les Congolais, pour dire vrai, c'est à peine que nous nous contrôlons. C'est la raison pour laquelle nous félicitons. Je ne suis pas dialogiste, j'aime les répéter. Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, parce qu'effectivement, il a bien compris l'essence de l'article 63 de la Constitution et a fait sortir d'ordonnance de la RAD, Réserve armée de la défense, où les Wazalendo, nous puisons effectivement un aspect juridique déjà de ça. C'est le premier président qui a pu le faire et il a répété, que ce soit à son discours à la nation, il a félicité les Wazalendo, que ce soit à son mot pour la fin de l'année, il a félicité les Wazalendo, que ce soit devant les Nations Unies, il a félicité les Wazalendo. Donc, on aimerait dissiper ces points-là où certaines personnes continuent à parler des Wazalendo comme des forces négatives. Non, ce n'est pas possible.
Un Congolais ne peut pas sortir cela de sa bouche. On sait qu'il y a à boire et à manger. Les Wazalendo ne sont pas des saints, n'est-ce pas? Mais néanmoins, franchement, on se bat pour la nation. Et quand il y a des ça ne va pas, comme parents, vous, n'est-ce pas? Nous tous, comme parents, tout ce qu'on fait avec son enfant, c'est quoi? Là, tu as volé peut-être là-bas, il ne faut plus voler. Tu peux même être puni. Mais tu ne peux pas dire que ton enfant n'est plus ton enfant, surtout que c'est ton enfant qui défend ta maison. Donc il y a cette compréhension. Alors on a compris effectivement que depuis beaucoup de décennies, il y a eu un point important avec la colonisation, l'esclavagisme et tout le reste. Le peuple congolais, le peuple africain a perdu la quintessence de sa propre protection et l'autoprise en charge. Nous avons perdu un peu un sens de la nation. On est devenu trop individualiste et nous, en tant que patriotes, ça va? Eh bien, nous devons réfléchir communauté et défendre la nation. Donc, cet éveil patriotique, où nous en parlerons, va tout faire pour que chaque Congolais puisse s'approprier cette guerre. Pour que chaque Congolais puisse être capable, comme on l'a dit, par rapport à la catégorie où il se situera, de se dire comment est-ce que les Wazalendo sur terrain sont en train de manger ou bien sont en train juste de l'eau. Hein, comme ça, je vais rapidement, hein, pour ne pas trop parler. Comment est-ce que les Wazalendo qui sont en train de se battre sur le terrain, comment est-ce qu'ils boivent? Est-ce qu'ils ont des biscuits? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que chacun de nous fait ici pour qu'effectivement les enfants qui se battent sur le terrain puissent avoir le minimum? Chacun devra se poser cette question. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est vrai, vous pouvez communiquer, mais au-delà de communiquer, est-ce que cette communication donne le pain aux enfants qui défendent notre territoire? Ah! Est-ce que les résultats sont là? Nous préconisons avoir plus ou moins 217 Wazalendo, 217 000 Wazalendo prêts à se battre dans cette campagne. Et avec une moyenne très simple, juste 1500 enfants par territoire. Je pense avec ça, sans même se battre, l'ennemi peut fuir. Parce que nous aurons la force de dissuasion. La campagne va faire en sorte que les gens puissent comprendre qu'on a besoin des Congolais, des patriotes pour entrer dans nos FARDC. Il faut adhérer dans le FARDC. Mais si les gens abandonnent le FARDC, vous espérez quoi? Il faut entrer dans le FARDC puisque c'est la seule armée que nous avons. Nous les Wazalendo, nous venons en supplétif pour suppléer. Alors, comment nous allons tous participer comme on l'a fait avec Mamadou pour que le Wazalendo ne puisse jamais manquer quoi que ce soit à manger, à boire, pour se battre pour vous, pour la dame qui est là, pour moi, pour toute la patrie. Ça sera ça, la campagne, avec des éléments vérifiables. Vérifiable, ça voudrait dire, est-ce que les enfants qui sont à l'école secondaire comprennent c'est quoi un Wazalendo et comment est-ce qu'ils peuvent devenir des Wazalendo aussi? Et comment est-ce qu'ils peuvent aider pour qu'effectivement nous puissions gagner cette guerre, comme le chef de l'État l'a dit si bien. Non, le Rwanda nous attaque, un point très. Nous devons gagner cette guerre, mais pour gagner cette guerre, on doit s'organiser. Donc, la campagne, vous allez dire, va avoir beaucoup de points là-dessus. Vous allez les lire, vous allez comprendre. Il n'y a pas assez de temps. Sinon, on pourra inviter après M. Eddy, qui pourra parler pendant 3-4 minutes de la campagne avant que... Alors, une simple question, je ne peux pas poser à Minara parce que ça peut peut-être déranger. Guy Bouchard. Première question. Wazalendo, Muzalendo et FARDC. Est-ce qu'aujourd'hui vous évaluez votre lutte aux côtés des FARDC? Comment vous évaluez ça? Depuis que vous avez commencé, comment vous évaluez ça? Vous avez demandé dans votre speech, le docteur Dadi Saleh, vous avez demandé qu'est-ce que nous faisons pour que ceux qui combattent à l'est du pays soient équipés en nourriture comme en munitions. C'est bien beau de communiquer, mais qu'est-ce que nous faisons en revanche? Est-ce que c'est notre devoir? Ça, c'est le devoir du gouvernement. Troisième petite question. Aujourd'hui, que le Wazalendo se structure, c'est-à-dire ça se structure, est-ce que demain, ça ne sera pas un mouvement qui va peser, soit qui va déranger la structuration du pouvoir démocratique du Congo? Merci. Merci, bonjour, professeur Eddy.
Je suis Steve Kambanga pour le compte du Archidic Info. J'ai une petite question. Comme dit les porte-parole, il n'a qu'à souffrir parce qu'au début de votre speech, nous avons remarqué quelque chose. Les journalistes et l'aide de la société, ils voient peut-être que là où les autres n'ont pas vu. Dans votre début de speech, on a remarqué comme s'il y a un malaise. Nous étions à la Reine de Paix, le jour où il y avait l'annonce officielle des élections. Nous avons remarqué une ambiance festive qui est différente de celle qu'on voit aujourd'hui, comme s'il y a un malaise au sein de la coalition nationale des Ouazalendo. Vous pouvez nous dire si réellement l'ensemble de ceux qui étaient avec vous continuent à demeurer ou il y a une fissure au sein de cette coalition? J'ai une autre question. Vous avez parlé d'un état d'esprit de Ouazalendo. Aujourd'hui, tout le monde parle du dialogue. Quel sera le sort de Ouazalendo après le dialogue inclusif? Vous continuerez à demeurer comme cette coalition ou tout le monde se dira être Ouazalendo de là où il est? Et vous nous avez parlé des 3 catégories. J'espère que cette question, le professeur Michiki pourra nous répondre. Vous avez parlé des 3 catégories de Ouazalendo. Ceux qui sont au front, ceux qui combattent, est-ce que peuvent nous dire réellement ce que le font? Ils le font par patriotisme ou ils sont appuyés? Quel est l'état actuel de Uvira? Merci. Journaliste à Télé 50. Je crois que j'ai 2 petites questions. J'ai aimé l'historique de Ouazalendo, mais seulement je veux savoir s'il y a conformité entre les 3 différentes catégories, entre les sages, les combattants et puis l'autre catégorie, le management, c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes en symbiose? Comment vous fonctionnez? Parce qu'au finish, l'objectif est le même, défendre la patrie. Est-ce que vous n'allez pas en ordre dispersé, chacun fait ce qu'il veut, je ne sais pas, l'objectif. Voilà. Et deuxième question, c'est par rapport à la démarche actuelle. C'est reconquérir nos terres qui sont occupées actuellement par les rebelles. Dans votre démarche jusque-là, êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait? C'est vrai que vous n'êtes pas de l'armée, vous n'êtes pas des combattants, vous venez avec le cerveau. Mais qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Êtes-vous satisfait de votre démarche? Le processus est en cours. Je m'excuse, j'ai une petite sous-question. Moi, je crois fermement qu'un jour, il n'y aura plus de guerre en République démocratique du Congo et qu'on va reconquérir toutes ces terres-là. Mais au-delà de reconquérir les terres, qu'est-ce que votre mouvement va prêcher après ou bien prêche déjà en dehors de la reconquête? Les valeurs qu'on doit inculquer aux uns et aux autres par rapport à votre idéologie. Merci. Vous allez nous verra toujours là. La preuve, nous sommes là depuis 3 décennies. 3 décennies, ce gouvernement n'était pas là, ce président n'était pas là, cette armée n'était pas là. Mais nous étions toujours là. Et pendant ce temps-là, on n'a jamais perdu un seul centimètre carré de notre territoire national. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase de combat puisqu'il y a une partie qui est occupée par les troupes étrangères. J'insiste bien que nous nous adaptons au comportement de l'agresseur. Aujourd'hui, on ne peut pas se rendre facilement à Goma, à Bukavu et dans d'autres territoires puisqu'ils sont occupés par l'agresseur. Et c'est ça la balkanisation dont le monde a parlé déjà il y a 65 ans. C'est comme ça que nous disons que non. Nous ne devons pas seulement laisser tout à l'armée, laisser tout à la police. Nous devons aussi, nous, en tant que citoyens, puisque nous sommes les managers de la population, nous prendre en charge de résister. On peut même résister dans la non-violence. Et croyez-moi que si l'agresseur n'avait pas utilisé des armes à feu, nous pourrions même peut-être résister dans la non-violence. Il y a la question des malaises. Il n'y a pas de malaise au sein de notre groupe. Vous savez, nous sommes encore une jeune organisation. C'est tout à fait normal, comme un bébé et quoi, il y a peut-être des divergences. C'est vrai que peut-être vous avez entendu parler, l'autre fois on a parlé du conseil d'administration, du directeur national, on parle du conseil des sages. Non, je crois qu'il est clair, les choses sont claires. Nous avons les directeurs effectifs nationaux qui gèrent l'organisation au quotidien. Et nous avons un conseil d'administration
où chaque mouvement est représenté. Nous sommes là comme un organe de contrôle, d'accompagnement, de sagesse, et les collègues du directoire exécutif national gèrent l'organisation au quotidien. Donc il n'y a pas vraiment de manœuvre. Peut-être c'est dans le fonctionnement au début, c'est toujours difficile, mais avec le temps, nous allons nous mettre d'accord pour que les choses marchent très bien. Mais en tout cas, malaise, non. S'il n'y a pas malaise, on ne serait pas là. Nous sommes tous unis, tout ça. Bon. Il y a la maman, Madame Nathalie, qui a fait allusion à... Nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Vous avez vu que même dans l'État, on nous traitait comme des bandits. On nous traitait comme des gens qui opéraient dans l'égalité. Mais aujourd'hui, les magistrats suprêmes, les commandants suprêmes de nos forces armées ont reconnu la contribution des VDP. Donc, aujourd'hui, je dois dire que nous sommes satisfaits du travail que nous faisons. Mais il faut comprendre que nous sommes limités. Nous ne sommes qu'un mouvement qui, aujourd'hui, défend la terre de nos ancêtres. On ne peut pas se substituer à l'armée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas mêler, confondre. Nous ne sommes pas, nous, les supplétifs de l'armée, non. L'armée est notre partenaire dans les opérations. Mais nous n'irons jamais, nous, par exemple, dire que non, c'est nous qui dirigeons. Non. Il y a une administration publique. Dans l'État, par exemple, je me rappelle à l'époque même de Kabila, des musées, il y avait des groupes armés qui dirigeaient des entités ignorant le pouvoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le cas ici, c'est nous reconnaissons ce gouvernement, nous sommes des partenaires dans ce que nous faisons, et comme nous sommes agressés, il y a cet effet patriotique, et on ne voudrait pas que ce soit seulement fait à l'est du pays où il y a des problèmes. Il faudrait que partout, qu'on sente que tout Congolais est saisi. Donc l'éveil là, il se réveille pour dire que non, le pays est en guerre. La partie occupée aujourd'hui à l'est, ça fait partie du territoire national. J'ai expliqué ici, on ne peut plus se rendre facilement à l'est. Il y a même des gens là-bas qui disent que non, nos passeports ici ne sont plus valables là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, ils vous disent non, on ne reconnaît pas votre administration. C'est dangereux. C'est pourquoi nous voulons expliquer aux Congolais qu'il faudrait que quand quelqu'un descend à l'aéroport de Djibouti, il descend à l'aéroport de Bandaka ou de Bujumaï, il sent que le pays est en guerre. Il sent que les Congolais sont mobilisés. Puisque ce qui se passe à l'Est, c'est une partie de notre territoire national. C'est pourquoi nous disons que cette campagne de veille patriotique, c'est ça qui va nous révéler. Parce que c'était même ça, en fait, le fondement du combat de père de la nation. Défendre l'intégrité du territoire. L'intégrité, c'est tout le pays. Et aussi longtemps que ce pays ne va pas recouvrir sur l'intégrité, nous allons toujours nous battre. Et c'est ce que même les collègues ont dit, que notre combat, mourir aujourd'hui, mourir demain, c'est mourir toujours. Alors pourquoi fuir la mort? Quand on voit ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer puisque c'est notre pays. Nous devons accepter de mourir pour ce pays. Même si nous pouvons pas nous exterminer tous, mais au moins que ce pays soit souverain, que notre intégrité territoriale soit préservée. On a parlé du dialogue. Nous sommes une force. Pourquoi nous devons nous organiser? Ce que nous mettons en place, c'est pour que nous sommes une force. Et c'est malheureux, par exemple, de voir que quand on a établi les forces par la communauté internationale, on a prévu, par exemple, le dialogue entre les gouvernements et les groupes armés. Ça, c'était le processus de Nairobi, où nous étions là. Il y a même des représentants qui sont là, qui étaient à Nairobi, avec les M23 bien sûr. AFC n'était pas encore là, et le gouvernement. Mais du coup, on nous met nous à côté, on se retrouve à Doha, dans le même processus, mais on nous exclut. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas cette organisation. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons intérêt à nous organiser pour que nous soyons une force qu'on pourra prendre en compte, même au dialogue. Je ne vois pas comment ici on dialoguerait sans nous oublier, sans prendre en compte les Ouazalendo, qui comptent ce terrain, parce qu'il faut dire que la vérité, c'est ça, je l'ai dit toujours, maintenant nous le disons, que si la ligne de front, c'est d'abord les Ouazalendo. Même les FARDC reconnaissent que les Ouazalendo sont les premiers sur la ligne de front. Donc, s'il y a dialogue demain, nous devons faire partie du dialogue, pas seulement pour être au pouvoir, mais pour que nos préoccupations aussi, qui sont même des préoccupations antérieures au M23, même au FARDC, soient prises en compte.
C'est pourquoi moi j'ai dit que nous devons comprendre que l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un Congo souverain et que l'intégrité de notre territoire soit préservée. Je crois que moi, je voulais seulement ramasser peut-être les collègues professeurs pour les aller en détail, mais nous avons voulu seulement expliquer que pour nous, c'est question de vie ou de mort. Et si chaque Congolais intériorisait ça, je vous dis, puisque dans les rapports militaires, c'est aussi la dissuasion. Quand on voit que tous les Congolais sont mobilisés, puisque ceux qui sont là, qu'on appelle patins, c'est une partie de nos Congolais, ce sont nos frères et sœurs. Si ils comprennent que même si les agresseurs, les étrangers continuent à les utiliser, et que s'ils arrivent à Kinshasa ou à Lubumbashi ou ailleurs, ils ne seront pas les bienvenus, ils vont réfléchir 2 fois pour soutenir les étrangers. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, je voulais juste ramasser pour le temps. Nous nous sommes préparés depuis des années, donc on essaie juste d'effleurer la question avec la possibilité d'entrer en détail quand vos auguistes le permettront. Pour Bossolo, M. Guy, le FARDC, comment évoluez-vous avec le FARDC? Nous n'avons qu'une seule armée en République démocratique du Congo, ça s'appelle le FARDC. On n'a pas 2 armées. Le Wazalendo, effectivement, viennent avec l'article 63 de la Constitution. Là, c'est le cadre légal. Mais même si cet article n'existait pas, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on est en train de violer votre maman? On est en train de prendre votre terre et vous n'allez pas vous défendre? Non, là, ça ne marche pas dans la tête de certaines personnes. C'est logique tout à fait. Et maintenant, il y a un cadre constitutionnel qui est l'article 63 qui nous autorise à nous battre pour notre nation. Exactement, comme vous le savez, ça évolue assez bien, s'il vous plaît, parce que je sais que vous avez entendu parfois, il y a eu des intercations avec le FARDC, n'est-ce pas, par-ci, par-là. Tout cela, nous le mettons dans les comptes de l'organisation, du terrain. Et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de soutenir cette coalition. Parce qu'effectivement, comme vous avez bien compris, sans management, ok, vous mettez tous les joueurs des Léopards, d'ailleurs, comment est-ce qu'ils seront recrutés? Parce qu'il n'y a même pas de coach. Il n'y a même pas de manager, il n'y a rien. Comment est-ce qu'on va jouer? Je ne sais pas si vous me comprenez, chers amis. Comment est-ce que vous allez jouer sans management, sans organisation, et vous voulez gagner? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens pensent que c'est un jeu. Ce n'est absolument pas un jeu. Il faut qu'on se réorganise. Quel que soit ce qui a été fait, on se réorganise parce que nous sommes des partenaires. Comme l'a dit mon collègue de FARDC, nous devons fonctionner avec les FARDC. Mais on ne peut pas fonctionner avec les gens qui trahissent. Parce qu'effectivement, nous avons l'autorisation des services habilités. Si quelqu'un trahit, mais il y a des services, nous dénonçons, n'est-ce pas? Nous annonçons, et vous comprenez, à certains endroits, je ne vais pas parler des opérations, certains généraux sont même sortis, n'est-ce pas? Ont même été remplacés. C'est parce que les Ouattariens l'ont démontré avec preuve, ce n'est pas à nous de nous faire justice. Il y a des instances qui sont là, et c'est en train de se faire, je peux vous garantir. Il y a un très grand travail que nous sommes déjà en train de faire avec des services habilités pour que la coordination puisse mieux se faire. Je vous garantis que vous allez voir une nouvelle face de cette guerre très bientôt. Parce que nous n'attendons que les go-ahead du chef de l'État, qui est le seul chef des armées, pour exécuter certains plans qui sont déjà sur la table des services habilités. Je pense que soutenez cette organisation, la collaboration avec le FARDC, vous allez voir comment ça sera encore meilleur. Rapidement, deuxième question, que faisons-nous devoir du gouvernement ou de nous tous? Chers amis, là c'est la campagne, où M. Edimbouy va encore mieux expliquer. L'article 63 de la Constitution dit très bien que nous devons tous défendre notre nation. Il n'y a nulle part où on a dit que c'est seulement le gouvernement qui doit défendre la nation. Le FARDC sont l'armée pour la République démocratique du Congo, pour défendre nos frontières et la police, un peu l'intérieur. Mais tout Congolais a les devoirs et l'obligation morale. Lisez cet article, vous allez comprendre. Vous comprenez quand je parle d'obligation morale, n'est-ce pas? Il a les devoirs et l'obligation morale de défendre la nation. Et d'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 63 dit que c'est possible que ça soit exigé. Ah, chers journalistes, c'est possible, l'alinéa 2 de l'article 63, qu'il y ait une contrainte pour que les Congolais puissent être capables de défendre leur nation. Mais nous ne sommes pas encore à cet alinéa, nous restons à l'alinéa premier. Mais nous, au regard de l'évolution des choses, on peut proposer au chef de l'État bientôt l'alinéa aussi 2.
dérangement de la structure politique. On peut garantir à M. Guy que non. Nous savons très bien que nous avons un problème global politique, de la classe politique. On est sans ignorer. On félicite les chefs de l'État parce que vous comprenez, comme il a dit, ben, il sort dans une coalition. C'était une coalition, c'était encore quoi, Excellence? L'honorable. C'était FCC Cash, vous comprenez, hein? FCC Cash. Donc on a eu beaucoup de bricolage, ça va. Mais là, il a le pouvoir et que même le monde politique de la République démocratique du Congo, avec cette veille patriotique, nous devons redéfinir ensemble qu'est-ce que nous voulons de la République démocratique du Congo. Ne vous en faites pas. Nous en avons amplement le droit. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour jouer les politiciens. Nous sommes les combattants pour organiser effectivement, n'est-ce pas, nos rangs avec les autorités en place, notamment les chefs de l'État, pour gagner la guerre. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, en le faisant, est-ce que ça va faire en sorte que la structure politique puisse se dire, on va faire sortir d'autres ordonnances, pour quelqu'un qui me comprend, n'est-ce pas? Ou bien on va changer ABCD, ça ne nous appartient pas, ça appartient au Parlement, au pouvoir législatif, n'est-ce pas? Par rapport aux besoins et aux actions que nous serons en train de faire pour légiférer et voir ce qui va se passer. Madame Sylvie, un malaise, non. Il n'y a pas de malaise entre nous. Il y a une très grande organisation qui est en train de se faire. Et ce n'est pas par hasard. Non, non, non. Nous avons besoin de beaucoup de moyens et beaucoup de volonté pour fonctionner, par exemple. Mais qui d'entre nous ici a donné à la coalition les moyens pour avoir un grand bureau? On n'a même pas encore de grand bureau pour l'instant. Mais il nous faut un grand bureau. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir tous les malades qui sont en train de tomber et enterrer nos morts au champ de bataille? Nous y sommes, chers amis. Il n'y a pas de malaise entre nous. Il y a des malaises entre nous, notre organisation, et ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que nous devons répondre aux besoins de tout Muzalendo, partout où il se trouve. Et pour l'instant, nous faisons cette campagne de veille patriotique pour être capable de répondre. Parce que moi, en tant que président national, ça me fait mal. Hier, on a enterré 3-4 personnes, ça va. Mais on a récupéré certains endroits, mais parfois on manque de munitions, parfois ça n'arrive pas, parfois il n'y a pas à manger. Là, on peut appeler malaise. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes vraiment mal à l'aise parce que la volonté est là, mais seule la volonté ne suffit pas. Il faut qu'on s'organise pour avoir le moyen de notre politique comme nous allons. Mais entre nous, eh ben, c'est comme toute organisation, madame, n'est-ce pas? Les directeurs, les vice-directeurs, vous avez compris que même dans des organisations publiques, il y a eu parfois des problèmes, même des signatures, n'est-ce pas? Entre les PCA et les DG, ça c'est pour vous résumer. Mais vraiment, c'est mon aîné, c'est mon grand frère. Avant tout ceci, nous les respectons beaucoup, nous n'avons aucun problème. Vous êtes madame, vous personnellement, est-ce que vous avez donné même 2 bouteilles d'eau à un Muzalendo au front à Uvira? Et pourtant, je pense, madame, que n'est-ce pas que vous pouvez le faire pour qu'il se batte? Non, c'est moi qui vous pose la question indirectement. Vous pouvez quand même le faire pour qu'un Muzalendo puisse avoir juste de l'eau pour mieux se battre, parce qu'il va se battre 4 heures de temps. Vous pouvez le faire, madame? J'ai fait les impôts, les taxes. Non, là, ce sont de quelle génération? Quelle génération de Congolais nous sommes? Alors là, je peux vous garantir, nous pouvons être parmi les derniers des mauvaises générations de toute la République si nous laissons notre République balkanisée être prise par les Rwandais. Nous serons de l'opprobre dans toute l'histoire. Moi, professeur, docteur Dadi Salé, je ne peux pas accepter ça, madame. Je suis professeur, je sors de mon salaire de professeur attitré, ça va de 1, 2, 3, 4 $, j'achète de l'eau. Les taxes, ça c'est autre chose. Vous comprenez, madame? C'est autre chose. Vous savez très bien que les Ouattaliens sont tout autour d'Uvira, et avec les FARDC bien sûr. Et la situation d'Uvira, c'est important quand même que les médias soient au courant de ça. Depuis l'annonce de retrait, je ne sais pas maintenant si c'est quatrième retrait, si c'est le vrai ou le faux aussi, les 14 passés de ce mois, on a constaté qu'il y a un pillage systématique qui se fait à Uvira. Donc, il faut que la presse prenne ça en compte. Dans la nuit du 15 au 16, la ville d'Uvira a été pillée. Je peux même partager avec vous des images, des preuves. Il y a par exemple une société, une entreprise de construction qui avait commencé à faire la voirie de la ville d'Uvira. Et cette voirie-là a redonné
innover les robes à la ville d'Ouvira, d'autant plus que c'était quand même malsain. Quand vous quittez Bujumbura, la première ville que vous trouviez, c'était chez nous. Vous trouviez des trous. Mais depuis quelques temps, on a commencé maintenant à faire même, on avait déjà fait la première couche, et la société avait entreposé 3000 tonnes de goudron à Ouvira et 12 000 sacs de ciment. Et pour montrer la mauvaise volonté des Rwandais, je dis bien des Rwandais, puisque là ce n'est pas les Rwandais, ils sont venus avec 33 camions Wowo et 7 convois pour prendre ces goudrons-là, l'amener au Rwanda avec des sacs de ciment. Il y avait aussi au port de Kalundu, ceux qui connaissent Ouvira, les dépôts de Gabi, les ports de Gabi, il y avait des ciments de privés, ils ont pillé tout ça pour amener au Rwanda. Ils sont allés au port, dans les bureaux administratifs. Vous savez, à chaque port, c'est la frontière, il y a les bureaux de DGDA, d'immigration. Ils ont détruit tous les documents. À la frontière de Kamvivira, si vous voyez là-bas aujourd'hui, tous les bureaux DGM et DGDA, tous ces bureaux-là ont été pillés, ils sont même partis avec la documentation. Donc ça, c'est documenté jusqu'à aujourd'hui et fait à ciel ouvert qu'ils l'ont fait. Donc pour dire que l'ennemi n'est pas venu réellement nous libérer, nous demandons que si réellement dans l'AFC M23, il y a des Congolais, des patriotes, comment vous pouvez même vous attaquer aux biens des privés? Je ne dis pas encore des politiciens, je ne veux pas citer qui fait la politique déjà, mais tous ceux qui sont proches au pouvoir, leurs maisons ont été pillées, ont été vandalisées, et même certains membres de leur famille ont été pris en otage pour les amener au Rwanda. Et même les retraits, quand ils disent, d'après leur stratégie, ils ne retournent pas au point où ils étaient à Kamanyola. Ils sont stationnés, une grande partie où ils ont fait maintenant leur état-major à Luvungi. C'est là où le soi-disant général Bia Mungu a installé son Kije. Ils avaient de positions sur les moyens plateaux surplombant Ouvira. Toutes ces positions-là ont été brûlées depuis avant-hier, pour que nous ne puissions pas nous en servir. C'est important que vous puissiez comprendre que vraiment l'ennemi ne vient pas construire ici, et c'est malheureux pour nos compatriotes qui sont avec eux. Lorsqu'on détruit votre propre administration, lorsqu'on s'attaque au bien de l'État, vous allez comprendre que ces gens-là ne viennent pas pour construire, ils viennent pour détruire. C'est très important que je puisse ajouter cet élément. Les universités ne sont pas là. Et donc, il n'y a pas de fissure, tout va bien. Ne vous en faites pas alors qu'ils ne sont pas réellement des Ouazalendo. Comme je l'ai dit avant, au début, c'est ça, le vrai comité des Ouazalendo. Je pense que jusque-là, nous sommes satisfaits de l'évolution de la situation sur le terrain, qui ne peuvent être données que par les forces armées, comme l'a dit le président. Nous avons existé, nous existons. Et donc, le président Willy Michik l'a dit, voilà. Nous allons continuer à résister avec les armes. Non. Je pense que toutes les questions, les chevaliers de la Bible sont venus parler avec nous. Vous êtes là. C'est Richard Ntumba pour les médias Ouragan. J'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour encadrer les Ouazalendo et puis éviter les dérapages ou que d'autres personnes qui prennent des armes, se réclamant des Ouazalendo, qui commettent des bavures. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour éviter tout cela? Aux journalistes 565 Afrique. En fait, ma question est de savoir cette campagne que vous lancez aujourd'hui. Ça tombe au jour férié qui est de l'assassinat justement des héros nationaux. Que peut-on retenir de cette coïncidence historique? C'est juste 262 mouvements qui constituent actuellement le VDP communément appelé Ouazalendo, et nous sommes en train d'identification. Nous sommes déjà à plus de 217 000 combattants qui ont été identifiés. La mission, c'est quoi? Puisque vous savez,
Ce n'est pas aussi facile pour nous. Puisque si aujourd'hui il y a des rapages, il y a problème dans notre sanctions. Je connais des collègues comme les Bitakwira et tant d'autres qui ont été sanctionnés, même les pays comme, vous connaissez, le Sud-Soudan, même au Libéria, en Côte d'Ivoire, des leaders politiques qui se sont retrouvés à la CPI, puisqu'ils avaient des mouvements similaires. Donc nous devons être très prudents dans la communication, dans ce que nous faisons, puisque nous risquons aujourd'hui de nous retrouver comme eux. On a des collègues comme les Bitakura qui ne peuvent pas aller nulle part aujourd'hui, puisque même, il m'a dit, même Western Union ne peut pas recevoir puisqu'ils sont sous sanction. Donc nous devons être très regardants. On doit recenser, et même s'il y a des gens qui font des dérapages, la sanction doit d'abord commencer chez nous à l'interne. C'est pourquoi nous disons que nous avons une lourde responsabilité, et cette force-là, comme nous avons dit, nous devons l'utiliser pour les biens du pays, pas pour faire du mal. Nous, on n'a dérangé personne. Nous ne protégeons que la terre, les terres de nos ancêtres. C'est l'agresseur qui vit. Si l'agresseur ne venait pas, on n'aurait pas de problème. On ne parlait pas même pas de Mougane d'aujourd'hui. C'est puisque le pays est agressé qu'il y a cet éveil-là, un sursaut de dire que non, nous devons protéger les terres, puisqu'il y a des pays comme ça qui se sont déchirés, occupés. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il y a des territoires entiers qui sont partis. Vous avez même des cas ici en Afrique, des territoires occupés. Donc nous devons être prudents, nous disons que ce qui est arrivé aux autres, qui ne puisse pas se reproduire chez nous au pays. C'est pourquoi nous avons dit, identifions d'abord les combattants que nous avons. Depuis 2 décennies, depuis 3 décennies, les mouvements Wazalendo, à l'époque appelé Maïmaï, Katoukou, existaient déjà. Mais les gens opéraient d'une manière isolée. Mais nous avons réussi aujourd'hui à fédérer ces forces-là. Et c'est comme ça que vous allez nous donner l'État, mais nous sommes déjà à 217 000 combattants, ce qui est une véritable armée. Si vous lancez aujourd'hui 217 000 combattants, convaincus, prêts à mourir pour le pays, même sur le plan de dissuasion, l'ennemi va réfléchir 2 fois pour s'attaquer à cette force-là. Alors, Carly a pensé les conséquences, justement, puisque aujourd'hui, on pouvait tenir ce point de presse, même après demain ou un autre jour. Je me rappelle, on a discuté avec le professeur Adissane. Nous avons dit que c'est le jour idéal pour le faire. Pourquoi? Puisque l'assassinat de Lumumba, c'est entre autres à cause de ça. Lui qui dénonçait la balkanisation à l'époque, il y a 65 ans, ce que Lumumba a déjà dénoncé, c'est pas aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous disons, nous voulons nous approprier cet esprit-là, puisque le wazalendisme ou le wazalendo, c'est un état, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, nous voulons que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse s'en approprier. Que ça ne soit pas seulement que vous êtes de l'Est, non, de l'Ouest, du Sud, du Nord, c'est notre combat de tous les jours. C'est pourquoi nous avons voulu que nous puissions aujourd'hui tenir ces points de presse pour annoncer le lancement de la campagne de veille patriotique qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Donc ce n'est pas un fait de hasard que nous nous trouvons aujourd'hui ici, M. Carly Van Gogh. Merci. Monsieur Richard Douragan, est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'effectif? On ne va pas vous donner les chiffres exacts. Nos intentions, c'est d'arriver à ces 217 000, effectivement, et que pour l'instant, nous avons les chiffres de la RAD et des instances habilitées qui essaient de donner chacun ses chiffres, et nous avons un travail de terrain que nous sommes déjà en train d'effectuer pour vérifier un peu tous ces chiffres-là. Mais je ne vais pas vous dire les chiffres exacts des combattants qui sont en première ligne. Il y en a, nous les avons déjà évalués avec les services habilités et ils sont très fonctionnels. Et nous avons démontré que c'est important de les renforcer. Parce qu'il y a des guerres qui se gagnent, parce qu'exactement, il faut s'y compter sur le nombre. C'est la raison, encore une fois, comme on l'a dit par rapport à cet éveil patriotique, ce qui fait que moi, plutôt que même prendre encore des minutes, avoir le temps, je demanderai vraiment au modérateur qu'on passe à ces quelques minutes pour la présentation de ce outil et présenter les comités. Je pense qu'on pourra